Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Sur l'échiquier mondial, les cours du brut s'affalent au rythme des tensions dans le Golfe. Le prix à la pompe au Maroc semble, lui, n'avoir qu'une seule trajectoire, la hausse. Le diesel dépasse désormais les 15 dirhams et avec lui, c'est tout le spectre d'une nouvelle vague inflationniste qui ressurgit. Le constat est sans appel, de la logistique des entreprises au panier de la ménagère, l'onde de choc est totale. Pourtant, derrière la froideur des chiffres, une polémique persiste sur les mécanismes de fixation des prix. La question qui se pose, pourquoi la baisse du brut, quand elle survient, ne se répercute-t-elle jamais pleinement à la pompe ? Entre l'alignement systématique des tarifs tous les 15 jours et une compensation entre l'essence et le gasoil, notre modèle semble à bout de souffle. Le dernier diagnostic du Conseil de la concurrence est à ce titre édifiant. Il pointe une flexibilité limitée par des dates de révision fixes. Ce mécanisme freine la fluidité des prix et paralyse la concurrence. C'est le paradoxe d'un système prisonnier de vieux réflexes réglementaires dans un marché libéralisé. Comment faire face à la crise ? Pourquoi notre marché semble-t-il incapable de répercuter les baisses mondiales avec la même célérité que les hausses? Quelles mesures pour atténuer les effets de la hausse des prix? Et jusqu'à quand ou jusqu'où les ménages peuvent tenir face à cette tendance haussière des prix? On va en parler dans Question d'actu ce soir avec mes invités ici présents. Monsieur Wadi Madih, vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Rapports mondiaux relatifs à l'énergie, aux perspectives énergétiques sur les prochains mois ou sur les prochaines semaines du mois, c'est qu'il y aura encore des tensions sur les prix. Donc les prix ne vont pas baisser de suite, quoique. À supposer que la crise s'arrête aujourd'hui, le manque sur le marché en termes du brut et du raffiné vont causer, à mon avis, un manque sur les prochaines semaines qu'il faudra encore du temps pour les rattraper. Donc on va encore avoir une tension sur les prix sur les semaines et les mois à venir. On a vu, ça commence à se ressentir sur certains produits, notamment le kérosène pour l'aviation civile, et pas plus qu'aujourd'hui. On a vu des compagnies aériennes mondiales de premier plan
restreindre certaines lignes parce qu'il y a une crise de kérosène. Et certains pays, on a vu sur les 2 dernières semaines, notamment en Asie, des restrictions sur l'approvisionnement en diesel, notamment sur des stations-service. Donc ça montre qu'il y a une vraie crise à l'échelle planétaire sur le prix du pétrolier. Et malheureusement, la crise est là. Et par conséquent, chaque fois qu'il y a une restriction de l'offre globale en produits, l'effet prix va prendre de l'ampleur, donc ça va se raréfier et puis les prix vont augmenter par la suite. Malgré l'augmentation de la production? Non, il n'y a pas d'augmentation de production. Aujourd'hui, il y a une restriction de la production parce qu'il n'y a pas une offre. C'est le fait inverse aujourd'hui, c'est que l'offre globale en termes de produits pétroliers s'est rétrécie parce qu'il n'y a pas assez d'offres suite aux restrictions sur le passage du droit d'Ormuz. Donc la production qui est aux alentours de 20 millions de barils qui transitaient, aujourd'hui, il est à peine aux alentours de 11 millions de barils par jour. Donc il y a à peu près 10 millions de barils qui manquent à l'appel par rapport à des conditions normales du marché. Une crise donc aujourd'hui globale, des tensions géopolitiques dont le dénouement reste, on le sait tous, incertain, un marché donc volatile, une tendance haussière, donc une augmentation des prix attendue, comme vous l'avez dit, Monsieur Ouassrine. Donc l'impact est considérable, une augmentation déjà de 50% en un mois à peu près. Monsieur Graoui, justement, dans cette tendance globalisée, dans ce contexte mondial, cette pression, j'ai envie de dire, généralisée, est-ce que cette pression généralisée est aujourd'hui irréversible sur les produits de première nécessité, l'augmentation des produits de première nécessité, ici, au Maroc? Effectivement, vous savez, aujourd'hui, le gasoil, c'est un produit stratégique pour le Maroc. Non seulement on assure le transport des personnes, mais aussi c'est une matière très demandée pour assurer le transport de la marchandise. Et je peux vous donner quelques exemples. Pour certains légumes, par exemple, le prix d'acheminement vers Rabat, parce que Rabat est proche de certains terrains agricoles, est beaucoup moins élevé que si on va acheminer le produit à l'Oriental ou à Bouarfa ou d'autres régions plus éloignées. Surtout qu'aujourd'hui, avec la hausse effectivement des prix à la pompe, et des répercussions très significatives sur les prix des légumes. Nous avons vu le cas des tomates aujourd'hui qui sont passées du 10 dirhams à 15 dirhams, soit une augmentation de plus de 50%. Donc c'est très exorbitant en termes de prix. Et puis le consommateur final, malheureusement, aujourd'hui, il est en quelque sorte livré à lui-même. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a libéralisé les prix du carburant, que ce soit le gasoil et l'essence. Et donc, on est en train de revivre la même expérience qu'on a vécue avec la guerre russo-ukrainienne, où les prix ils ont commencé à flamber. Ils peuvent aller jusqu'à 17,5 dirhams le litre pour le gasoil, voire l'essence. Effectivement, les subventions qui ont été mises en place par le gouvernement... Qu'en est-il des subventions, mais aussi des mesures de soutien? Bien sûr, j'allais arriver à ce point. Alors, premièrement, moi, ma remarque fondamentale, c'est que cette mesure, elle est adressée aux professionnels du secteur du transport. En quelque sorte, c'est les gens qui détiennent les agréments, qui sont propriétaires du matériel de transport, mais pour certaines catégories, notamment les professionnels, les chauffeurs, etc., ils n'ont pas reçu cette subvention, ils sont en quelque sorte exclus. Et donc, il y a un problème d'efficacité en termes d'impact. Parce que plus on généralise la subvention, plus on va permettre aux gens d'y bénéficier. Et par conséquent, on va atténuer les prix de vente et bien évidemment les coûts de revient qui incluent aussi les frais de transport. Comment expliquez-vous cette exclusion, justement? Est-ce que c'est dû au travail informel? Oui, en partie, parce qu'on est en train d'indemniser les gens du formel, certainement, mais au-delà de ça, il faut que le mécanisme soit beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il faut cibler les transporteurs, les chauffeurs, etc., et pas que les gens qui détiennent les agréments, parce que quelqu'un qui a l'agrément, il y a des gens de bonne foi. Donc, ils vont partager, ils vont donner aux transporteurs, aux gens avec lesquels ils travaillent, les professionnels du transport, mais pour d'autres, ils ne vont pas informer, ils ne vont pas partager. Et donc, certainement, ces transporteurs-là, qui n'ont pas eu, bien évidemment, cette aide directe, ne vont pas la répercuter en termes d'atténuation du prix. Et puis, on constate que les prix restent assez élevés malgré que ces subventions sont servies par le gouvernement de mois à l'autre. Ça d'une part. D'autre part... C'est une mesure aujourd'hui qui a ses limites, on va dire? C'est une mesure aujourd'hui qui
qui n'a pas d'efficacité et qui n'est pas assez efficace pour qu'elle soit vraiment généralisée et pour qu'elle soit une mesure qui a de l'effet, c'est-à-dire qui impacte les prix et qui permet d'atténuer la hausse des prix continue qui est liée bien évidemment à la hausse des prix à la pompe et des produits raffinés. Dans un second lieu, on a aussi la problématique des spéculations. Je peux vous donner un exemple concret. Nous avons par exemple 1 kilo de tomates qui peut sortir du terrain de l'agriculteur à 6 dirhams. Et puis, vu les intermédiaires et les gens de la revente, le prix, il atterrit à 15-14 dirhams. Donc, à force qu'il y ait des spéculations, et parce que malheureusement, même le mécanisme gouvernemental qui a été mis en place n'est pas efficace, parce que le contrôle, c'est un contrôle qui doit se faire au niveau de la chaîne logistique. Donc le point de départ, c'est l'agriculteur, c'est le producteur, et non pas le revendeur final qui vend au détail, parce que lui, il subit la hausse consécutive des prix, il subit la boule de neige. Et ça, c'est parmi les raisons parmi lesquelles qu'on a aujourd'hui des prix qui sont très élevés et que le détaillant vis-à-vis du consommateur final, il n'arrive pas à atténuer le prix et puis il a une marge qui est très limitée et c'est le consommateur final qui subit le prix de vente. C'est la même situation qui se reproduit. Absolument. Avant de continuer, on va se concentrer sur justement le consommateur avec vous, Monsieur Madih. Jusqu'à quand ou jusqu'où ces consommateurs peuvent-ils aujourd'hui tenir face à cette explosion des prix, sachant qu'ils sont essoufflés par le nombre de crises, on va dire, qui se sont déjà succédées. Il y a eu la sécheresse, il y a eu la guerre d'Ukraine, maintenant on se retrouve avec cette guerre en Iran. Donc c'est une multitude de crises qu'il est en train de subir. Donc jusqu'où peut-il encore tenir ? Ils tiendront peut-être jusqu'à ce que la corde se casse. C'est vrai, c'est effectivement le consommateur qui subit, c'est le consommateur effectivement qui paye tous ces problèmes, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national, que ce soit au niveau des spéculateurs, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des professionnels, c'est le consommateur qui subit en dernier lieu. Malheureusement, c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème que nous n'avons pas pu, nous, en tant que gouvernants, puis trouver des solutions aux consommateurs, sachant très bien que ce n'est pas la première expérience. On vient de parler de la guerre de 2022. Aucune expérience, aucun résultat n'a été retenu dans ce sens. Parlant de la subvention des transporteurs, ça a été fait lors de la guerre de 2022. Aucun impact pour le consommateur. Les prix restent toujours en tendance haussière. Les transporteurs n'ont pas effectivement répercuté les prix ou la subvention sur les coûts de coûts de revient. Donc on constate que dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau du transport de marchandises ou bien au niveau du transport de voyageurs, les prix augmentent malgré cette subvention. Mais pour la simple raison, c'est que quand on subventionne, on ne contrôle pas après. On donne de l'argent et on ne vérifie pas si cet argent-là a vraiment abouti à ce que nous voulons, à ce que nous estimons fait. Mais malheureusement, donc ça, c'est un problème qui est récurrent. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention du gouvernement, mais malheureusement, disons que peut-être bien que le gouvernement vit dans d'autres cieux que le consommateur. Des mesures, en tout cas, qui semblent ne pas pouvoir absorber l'écart qui se creuse en termes le problème, parce que quand on parle des subventions, et malheureusement, c'est ce que... Parce que la volonté, elle est là, la volonté politique, il y a un soutien, il y a des subventions qui sont données, mais malheureusement, sur le terrain, volonté, madame. Il ne suffit pas d'avoir la volonté, parce que le même problème, on le vit tout le temps. Pendant le mois de l'Eid Kibir, et prochainement, ça sera l'occasion, la subvention les 500 dirhams pour les têtes des moutons qui ont été importés, donc aucun impact sur le marché, aucun impact sur le consommateur. Les subventions, on sait très bien que quand l'État met la main dans la poche et subventionne,
doit regarder où va cette subvention. Malheureusement, ce n'est Donc pas un le cas. travail supplémentaire à faire peut-être en termes de contrôle. Monsieur Ouassrine, je reviens vers vous donc, par rapport à cette situation actuelle, nouvelle polémique. Donc, comme je le disais en introduction, qui est relancée sur les mécanismes de fixation des prix. Quelles sont les attentes aujourd'hui? Quel est le problème? Expliquez-nous la situation. La situation aujourd'hui est simple. On a un produit du carburant qui est libéralisé depuis 2015, c'est-à-dire libéralisé que les opérateurs aujourd'hui, les distributeurs, sont les seuls acteurs aujourd'hui dans la chaîne logistique, que ce soit de l'import jusqu'au consommateur final. Donc la fixation des prix, les importations, la gestion du stock, il incombe à ces opérateurs. Avant, le mécanisme qui valait d'avant, c'est qu'il y avait une structure du prix dans laquelle l'État fixait les marges pour les différents intervenants, que ce soit les opérateurs ou les sociétés pétrolières ou les gérants des stations-service, et puis le système de raffinage qui y avait. Donc il y avait une structure dans laquelle l'État définissait pour chaque intervenant ces marges qui lui sont attribuées selon sa position dans la chaîne. Depuis 2015, octobre 2015, le marché est libre. Et puis par le ça, on a vécu plusieurs phases qui aboutit à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous faites allusion notamment au rapport au dernier rapport de la Conseil de concurrence daté du 14, chose un peu qui m'intrigue un peu parce que juste après le 14, le 15, il y avait l'augmentation. Donc c'est un peu le timing, il peut être une simple coïncidence, je ne sais pas, mais bon. On prête la bonne foi à tous les intervenants. Absolument, tout à fait. Effectivement. Mais le Conseil, effectivement, on sait très bien qu'en 2023, il y avait une amende qui a été infligée aux opérateurs pétroliers pour une atteinte à la libre concurrence du marché. Et puis, suite à cette pénalité, ils se sont pris un certain nombre d'engagements pour faire respecter la libre concurrence et faire jouer la concurrence dans leur secteur. Et puis depuis, le Conseil de la concurrence publie des rapports tous les trimestres pour expliquer l'évolution du marché, si les opérateurs respectent très bien leurs engagements. Mais depuis début mars, avec cette crise, le Conseil a décidé qu'il va en fait rétrécir cette période, au lieu d'en faire des suivis trimestriels. Il va faire des suivis par quinzaine. Donc le rapport du 14, c'était pour la précédente quinzaine, mais en fait, il a analysé les prix sur tout le mois de mars, la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois de mars. En gros, pour ne pas trop se perdre dans les chiffres, il nous apprend que les opérateurs n'ont pas répercuté toute la hausse des prix. C'est-à-dire sur le gasoil, par exemple, il dit que le consommateur devait payer plus, mais les opérateurs ont supporté une partie de cette augmentation à hauteur de 1 dirham 38 centimes. Mais ils ont supporté donc... Soi-disant, ils ont pris de leur marge pour ne pas impliquer toute la hausse qui était observée sur les marchés internationaux. Mais pour des stocks, on va dire, qui ont été achetés avant cette crise, tout à fait. pas Ça, c'est des points qu'on avait soulevés ici sur ce même plateau il y a quelques jours, pour dire effectivement qu'il y a des personnes, des sociétés qui appliquent des hausses pour du stock d'une période précédente, qui n'ont jamais acheté un stock sur une période donnée, mais qu'ils appliquent quand même la hausse. Alors que c'est pas... Il faut au moins qu'ils vendent l'ancien stock au prix réel d'achat. Et sur ce deuxième point, que le Conseil effectivement fait un point assez intéressant, il appelle les opérateurs à répercuter le prix aux consommateurs selon la hausse et la baisse, mais également selon leurs achats réels, non pas uniquement sur la partie tendance à l'international. Ce qui est tout à fait logique. Ce qui est logique. Mais à mon avis, c'est une réaction très tardive du Conseil. Le marché se posait libre depuis 2015. Ça fait 10 ans que en fait, les pratiques d'un jeu concurrentiel et loyal sur le marché devaient avoir lieu. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore là à appeler les opérateurs à respecter le libre jeu de la concurrence et appliquer réellement et strictement les évolutions comme il se faut sur le marché international. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour répondre à votre question, c'est que ce mécanisme d'ajustement des prix, il fonctionne parfois juste sur un seul sens, un sens d'augmentation, qui est immédiate. Justement. Quand il y a une baisse, malheureusement, les opérateurs, toujours ces fameux opérateurs,
n'appliquent pas de suite cette baisse. J'allais y venir, Ils font une retention de masse. Ça, les précédents rapports de conseil l'ont très bien soulevé. Ils font une retention de la marge sur plusieurs mois avant que la baisse réelle, en fait, arrive au consommateur final. Vous facilitez ma transition. C'est une question que j'aimerais adresser à M. Garaoui. Donc, pourquoi concrètement cette baisse de brut ne se traduit pas immédiatement sur la pompe? Qu'est-ce qui se passe dans le processus? Tout d'abord, je mettrai ma casquette d'ex-expert dans le secteur pétrolier. D'abord, pour dire qu'aujourd'hui, il faut complètement changer d'approche. Ce que font aujourd'hui les opérateurs pétroliers, c'est qu'ils répercutent ce qu'on appelle la tendance du Platts. Le Platts, il est au hectolitre, c'est l'équivalent de 100 litres. Et sur chaque quinzaine, on est en train d'observer l'évolution du Platts au niveau international pour déterminer un prix de vente qui est complètement déconnecté du coût d'achat et du coût de revient par rapport à chaque opérateur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Conseil de la concurrence devrait sortir de l'évaluation classique qui se base sur l'analyse des données et les rapports thématiques qui expliquent les faits pour aller vers des mécanismes qui vont permettre en quelque sorte de réguler un marché parce qu'on parle d'un produit non seulement énergétique, mais d'un produit stratégique qui est lié à l'ensemble des agents économiques. Entreprises, citoyens, États, institutions, tout le monde utilise du gasoil pour la production industrielle, pour le fonctionnement, pour le transport des personnes, des marchandises, etc. Donc, le changement de paradigme, pour moi, il est inéluctable. Premièrement, c'est qu'il faut qu'on ait les contrats d'achat, combien les produits ont été achetés de Russie, de l'Inde, de Chine, de l'Amérique latine, etc. Sur la base des prix d'achat, on calcule les coûts de revient. Sur la base des entrepôts de stockage qui existent aujourd'hui, Al-Nador, Al-Mohammedia, Al-Jawf-Sfar, etc. On détermine le prix. Une fois on a le prix, c'est en quelque sorte, il est basé sur le coût de revient. Chaque opérateur, bien évidemment, va justifier le prix de vente en se basant sur son coût de revient. Et donc la marge serait une marge acceptable qui est justifiée par un calcul scientifique. Et transparente. Et transparente, qui obéit aux règles de transparence. Bon, la remarque générale du Conseil de la concurrence, c'est qu'il y a une entente en termes d'augmentation de prix. Oui, on suit le Platts, mais on augmente tous à la fois en même temps et la baisse éventuellement, comme expliquait le monsieur, elle ne suit pas. Parce que si on va se baser que sur les tendances du Platts, il ne faut pas qu'on prenne en considération le stock. Parce que quand vous augmentez, qu'il y ait une augmentation et que vous dites que je ne vais pas baisser parce que j'ai encore un stock, déjà l'approche n'est pas une approche qui est juste. Donc si on va sur l'évolution du Platts, c'est qu'on augmente, on baisse immédiatement avec le Platts. Et tout cela a été pointé du doigt. Exactement. Mais logiquement, concrètement, je crois qu'il faut qu'on ait un mécanisme étatique qui va permettre en quelque sorte d'asseoir une méthode logique qui va se baser sur le coût de revient par rapport à chaque opérateur, le prix de vente à déterminer indépendamment du Platts et bien évidemment déterminer une marge logique. Et c'est là où on va faire jouer le libre jeu de la concurrence et c'est là où on aura des prix qui diffèrent d'un opérateur d'un autre et selon le mode de gestion de la station. Parce que comme vous savez aujourd'hui, il y a des stations propres qui font partie de la maison mère d'un groupe pétrolier donné. Vous avez aussi des stations qui sont en gérance à travers des contrats de gérance et vous avez des stations où ils appartiennent à des gérants. Et les gérants ne font tout simplement que signer un contrat commercial, un contrat exclusif d'achat des produits pétroliers auprès d'un opérateur pétrolier. Et donc le gérant, il a le libre choix de mettre le prix qu'il veut. Mais par conséquent, quand ils achètent un prix élevé, ils sont obligés de répercuter leur marge et c'est toujours le consommateur qui subit. Monsieur Garaoui, est-ce qu'il serait possible, au lieu, comme vous le dites, de fixer une marge, de fixer plutôt un plafond de prix à ne pas dépasser comme ça a pu être fait dans d'autres pays? Effectivement, on peut aller vers ça, mais il faut qu'on ait aussi une loi. Il faut qu'il y ait un mécanisme juridique et réglementaire qui va nous permettre bien évidemment de plafonner les prix, mais c'est vrai, quand on va plafonner les prix, il faut que les opérateurs aussi, pour défendre en quelque sorte un peu le secteur privé, garantissent un minimum de marge. Oui, le plafonnement, il est bien, mais il faut qu'il y ait aussi de la marge parce que les entreprises doivent fonctionner, doivent faire du profit économique. Mais quand vous ne plafonnez pas et que des fois les marges peuvent aller jusqu'à 1,82 dirhams le litre net, là ça devient exorbitant. Moi je crois qu'une marge qui varie de 300 à 400 dirhams le mètre cube pour 1000 litres, 30 centimes, 40 centimes, moi en tant qu'économiste me semble une marge qui est logique.
Et je crois que le plafonnement doit prendre en considération une marge logique acceptable, le litre, le mètre cube, en prenant en considération les capacités des gens et bien évidemment en prenant en considération aussi le pouvoir d'achat des citoyennes et des citoyens. Un dernier point pour un petit peu boucler tout le raisonnement, bien sûr, certainement. Rebondir sur vos propos, je rebondirai après lui parce que c'est un sujet aussi que je tiens à cœur. La raffinerie. Effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de raffinerie. Moi, je crois que ce n'est pas suffisant de dire que pour certains pétroliers, on leur a donné la possibilité de stocker dans la raffinerie, mais si on a notre propre raffinerie, c'est la souveraineté du pays. Vous savez, la pénurie du baril raffiné, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu d'actualité. Mais ça a un coût. Ça a un coût, certes, mais c'est une entreprise qui était étatique, qui a été privatisée. Je crois que c'est aujourd'hui, on a une certaine volonté politique, on peut la refaire marcher. Et le Maroc gagnera en termes de stockage stratégique, en termes de souveraineté, en termes de possibilité de stocker le baril brut à des quel moment pourra-t-on bénéficier de ces retombées économiques? On ne sait pas. Et sur la durée, est-ce que ça vaut le coup ou non? Pour moi, ça vaut le coup d'avoir une raffinerie, il faut le faire. La majorité des pays européens qui dépendent toujours de l'utilisation du gasoil et qui ne sont pas véritablement sur une transition énergétique, il faut qu'on le dise clairement, oui, il y a la transformation énergétique, mais en termes de consommation routière, en termes d'utilisation d'industrie, même l'ONE utilise le gasoil pour sa production électrique. Pour nous, c'est un produit qui est stratégique. On a besoin de la raffinerie. Effectivement, également de la situation. Monsieur Ouastrel, je vous laisse rebondir. Les questions du plafonnement des prix. On a vu plusieurs expériences sur certains pays européens notamment qui, effectivement, ont choisi cette option de plafonner les prix sur cette période de crise. Est-ce que c'est envisageable, c'est possible? Non, bien sûr. Juste pour la fois, et puis je détaillerai après. Au Maroc, on a un peu... Il faut constater qu'on a une absence d'une réelle volonté politique d'aller dans ce chantier. Parce que je vous rappelle qu'en 2019, le Conseil de la concurrence, suite à une demande du gouvernement, avait mis un avis défavorable à la pratique. Parce que le gouvernement il voulait plafonner les marges, c'était déjà en 2019. Et puis le Conseil de la concurrence a émis une réponse défavorable pour deux raisons. La première raison, il invoque que ça ne sera pas... dans l'optique d'encourager la concurrence dans le secteur, mais on sait très bien que la concurrence n'est pas réelle et vraie sur ce secteur. Donc, à mon avis, cet argument de dire que plafonner les prix ne va pas contribuer effectivement à faire jouer la concurrence des opérateurs, mais on sait très bien que c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. C'est que les opérateurs ont profité de cette situation pour passer d'une marge de 350 dirhams la tonne jusqu'à, sur les derniers rapports, 1 dirham 70 jusqu'à 2 dirhams 30 sur l'essence. Pour vous, la concurrence par le prix est aujourd'hui impossible dans le secteur? Il n'existe pas aujourd'hui. Ça fait 10 ans que le marché est libre. Il était censé apporter aux consommateurs une diversification de choix et un avantage sur le prix. Le constat aujourd'hui est amer, c'est que le consommateur n'a pas du tout bénéficié de cette libéralisation des prix. Alors que généralement sur les marchés qui ont été libéralisés, c'est pour pouvoir permettre aux consommateurs d'en tirer profit et puis permettre également à l'économie d'en tirer profit. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette crise du diesel aujourd'hui, l'État va encore payer plus cher. Imaginez tous les chantiers aujourd'hui qui sont en cours, tous les chantiers dans lesquels le gasoil est consommé, tous les chantiers dans lesquels l'État est obligé de payer un surcoût relatif au gasoil et à l'énergie. Donc, dans le définitif, l'État est perdante. Il est perdante parce qu'il ne veut pas prendre ce dossier sur un enjeu purement économique, indépendamment des autres considérations qui peuvent être autre chose. Mais nous, aujourd'hui, il peut s'inspirer des meilleures pratiques qui se font à travers la planète sur ce dossier, parce que ce dossier est très sensible. Il impacte par son ampleur, par ses ramifications sur toutes les chaînes économiques, plusieurs secteurs et par conséquent la vie quotidienne des citoyens. Et justement, le panier de la ménagère, l'équilibre social, Monsieur Madih, dans ce contexte, quelles sont les attentes aujourd'hui des consommateurs? Les attentes, ils sont énormes. Moi, je ne dirais pas que l'État perd de l'argent, mais je dirais peut-être bien que l'État en gagne encore, parce que quand on fait de l'augmentation, maintenant on est à 4 dirhams 70 pour une période de 30 jours du 15 mars au 15 avril. Donc il y a eu 3 augmentations et donc sur le gasoil c'est 4 dirhams 70 et sur l'essence c'est 3 dirhams.
Et comme vous le savez, aussi l'État taxe ce secteur-là, donc sur les deux variantes de la taxe. Nous avons la TIC qui est fixe et nous avons la TVA qui est en fonction du coût de revient du carburant. Donc ça veut dire que si je fais bien un petit calcul, sur les augmentations de 4 dirhams 70, 10% de la TVA, ça fait en plus un montant qui n'était pas envisagé, n'était pas comptabilisé, n'était pas... Mais qui est ensuite redistribué également pour les projets en cours, comme disait M. Ouachrin, parce que lui-même subit cette baisse également. Mais le consommateur subit plus que ça. Effectivement. Le consommateur paye plus que ce que normalement il devait payer. La concurrence sur ce secteur-là, c'est de la poudre aux yeux. Quand on fait un tour dans les stations-service, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a 1 centime, 2 centimes de différence entre les deux. Existe-t-il aujourd'hui pratiquement le même prix, si ce n'est pas le prix même de 3 ou 4 stations de service. Puisque vous parlez de la concurrence, est-ce qu'il existe un rôle que doit jouer justement le Conseil de la concurrence aujourd'hui? Est-ce qu'il a cette liberté de manœuvre, cette possibilité d'imposer un avis? Bien entendu qu'il a un rôle. Quand on parle, effectivement, quand on vient de parler de la périodicité de la révision des prix, ça on l'avait dit, ça fait 5 ou 6 ans, on avait dit que ce n'est pas normal, une fois que la libéralisation a été faite, ce n'est pas normal de revoir et revaloriser ou revoir les prix chaque quinzaine, parce que effectivement chaque société, chaque entreprise, chaque fournisseur achète à un prix, mais le problème c'est que s'il achète à un prix qui est moindre, mais il peut le vendre au prix le plus cher selon la variation internationale du carburant. Monsieur Madi, pour le panier de la ménagère aujourd'hui, pour le panier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quel est l'état des lieux? Parce que M. Garaoui le disait tout à l'heure, il y a une augmentation des prix pour les légumes, pour la viande. Quel est l'état des lieux actuel? Le consommateur marocain, il a un véhicule, il a actuellement une augmentation d'un montant du coût du carburant de 970 dirhams par mois pour un seul véhicule. Dites-moi comment il va pouvoir absorber cette hausse. Et les sources de financement, il les aura où? Parce qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire que je chasse. Donc il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de ressources financières. Il va utiliser quoi? Il va utiliser la coupe, c'est-à-dire faire avancer certains budgets, certains produits que d'autres. Donc, il n'y a plus d'épargne, il n'y aura plus d'épargne. Et l'épargne, c'est très important, les économistes peuvent le prouver. On n'a pas d'épargne maintenant. Les foyers ne peuvent pas épargner de l'argent. Donc, on fait fi de l'épargne, peut-être bien des sorties et des loisirs, peut-être bien des vacances. Et ça a un coût économique aussi. Et bien sûr, ça a un coût économique sur l'économie nationale et un coût psychique, sociologique et financier au niveau du consommateur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, malheureusement, n'a pas été prise, comme je viens de le dire tout à l'heure, n'a pas été prise en considération par les gouvernants. Le plafonnement, vous savez que maintenant la France est en train de mettre en place effectivement des dispositions réglementaires pour pouvoir plafonner. La Belgique plafonnait les prix du carburant, ça fait des années. L'Espagne a pris des mesures, l'Italie aussi a pris des mesures pour pouvoir justement défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Le Maroc, donc malheureusement. Mais il y a des mesures qui sont prises au Maroc, on reste tout de même optimiste, sauf qu'elles peut-être n'apportent pas les résultats escomptés. Ça veut dire quoi? Qu'elles ont échoué. Qu'elles sont là, ils ne remplissent pas le rôle. Tout de même cette volonté donc politique c'est le consommateur qui paye encore davantage. Absolument, le consommateur paye le plus lourd tribut, malheureusement. Monsieur Garaoui, justement, cette inflation due aux tensions géopolitiques reste une inflation
importés. Donc jusqu'à quelle mesure on peut absorber ces chocs d'inflation importés et est-ce qu'on peut attribuer, on va dire, cette responsabilité à cette inflation importée uniquement ou est-ce qu'il y a également une inflation endogène qui nous est propre, qui fait partie donc du marché intérieur national, des circuits de distribution, de la chaîne d'approvisionnement? Où est notre responsabilité à nous dans tout cela? Est-ce qu'il y a une responsabilité? C'est vrai. Le point de départ, moi, je reviendrai à la loi de finances 2026. Il prévoyait un taux d'inflation aux alentours de 2%. Avant ce conflit américo-iranien, on était sur un taux d'inflation moyen aux alentours de 0,70, si je me rappelle bien. Donc, dès la guerre et dès les tensions, donc, la dernière révision des institutions nationales et internationales disent qu'on sera aux alentours de 2%. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de l'inflation à la hausse. Si on prend 2%, ça reste optimiste. Ça reste optimiste. On peut aller beaucoup plus loin parce qu'effectivement, quand on revient un petit peu en arrière, la guerre russo-ukrainienne, le taux d'inflation était très élevé parce qu'effectivement, on a subi une inflation importée des matières et des fournitures. Pourquoi? Parce que on dépend du baril raffiné. Certains produits de première nécessité, on n'a pas de l'autosatisfaction, on importe éventuellement du blé. Donc beaucoup de matières et fournitures sont importées de l'extérieur et bien évidemment l'inflation importée en quelque sorte, elle se transforme en une inflation structurelle parce qu'elle va toucher les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement, la distribution et même au niveau des cycles d'exploitation, certaines matières premières et fournitures très demandées au niveau de la production sont aussi importées de l'extérieur. Donc tout cela, bien évidemment, il va nous impacter pour transformer l'inflation importée en une inflation malheureusement qui devient structurelle. Rappelons que pour la guerre d'Ukraine, l'inflation avait atteint 18% sur des produits de première nécessité. Bien sûr, même absolument. s'il n'était pas tout à fait déclaré. Mais justement, si on revient aux nombreuses crises qu'il y a déjà eu, donc il y a le Covid, la sécheresse structurelle, la guerre en Ukraine. Puis celle-ci, ce qu'on peut constater, c'est que à chaque fois, donc il y a une hausse des prix, une inflation qui s'installe. Ensuite, il y a une stabilisation de l'inflation donc qui baisse. D'ailleurs, dernièrement, elle était à moins 1%. Absolument. Enfin, 2025, mais malheureusement, les prix qui ont augmenté, eux, s'installent définitivement. Et comme le disait M. Madih, les salaires ne suivent pas. Même quand ils augmentent, ils ne sont pas proportionnels à l'augmentation, donc ils ne suivent pas l'inflation. Donc on se retrouve dans ce le cercle paradoxe qu'on vicieux. a aujourd'hui, absolument, et c'est ce qui est très étonnant, c'est que normalement, on a une très bonne pluviométrie, c'est-à-dire la valeur ajoutée agricole, il va dépasser les 10%. Vous avez un taux de remplissage des barrages qui dépasse les 75 millions. Des prévisions de croissance qui prévisions de avoisinent croissance les 5%. Qui est aux alentours de 5%. La récolte céréalière dépasse de loin les 75 millions de quintaux. On sera aux alentours de 75 jusqu'à 100 millions de quintaux. Donc vous avez des indicateurs positif, mais malgré ça, on a une reprise de l'inflation. Pourquoi? Oui, les produits raffinés, ils ont augmenté, ils sont très utilisés au Maroc, il y a une dépendance de l'extérieur. La problématique aussi des spéculations, et j'en ai parlé un petit peu au début, parce qu'effectivement, il y a des gens qui profitent de cette situation pour faire augmenter les prix. Donc on est sur un esprit d'augmentation des prix qui est généralisé et que des fois n'est pas justifié, n'est pas forcément justifié. On en revient aux instances de contrôle qui doivent jouer leur rôle aujourd'hui pour mieux réguler les marchés. Il y a des gens qui profitent des crises pour s'enrichir encore plus et qui augmentent parce qu'il y a un sentiment général de hausse de prix. Ça existe aussi. Et bien évidemment, il y a aussi les mécanismes gouvernementaux qui doivent bien évidemment être mis en place. Les contrôles à la source, la vérification des spéculations, le suivi, le contrôle de la tarification des matières premières qui sont très utilisées par les Marocaines et les Marocains, les produits qui sont utilisés au quotidien. Vous avez de la viande, vous avez les légumes, vous avez un certain nombre de produits. Il faut qu'il y ait un droit de regard
Parce qu'effectivement, sur certaines régions données, je vous ai donné l'exemple au début, que pour certains légumes, les prix sont beaucoup plus élevés que la capitale administrative ou économique, que Rabat, Casablanca. Donc si on va continuer ainsi, et si que sur le plan géopolitique, il n'y aurait pas une stabilisation de la situation entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël, moi je dirais que le prix raffiné du gasoil, il va franchir les 17 dirhams le litre et que demain, on va retrouver les tomates à 18-20 dirhams avec les carottes, etc. Donc, le sentiment de hausse des prix, il est là, mais le manque de mécanismes, le manque d'efficacité gouvernementale, malheureusement, nous conduit à cette situation que le taux d'inflation, au lieu qu'il soit, bien évidemment, sur la barre des 2%, il pourrait atteindre 4-5%. Parce que l'indemnité de transport n'est pas efficace, il n'y a pas de ciblage, parce que la problématique des spéculations existe. Encore un problème, parce que moi je rencontre des entrepreneurs, des agriculteurs. Vous savez, si on prend juste le cas des tomates, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? La semaine dernière, un flux d'exportation énorme, une perturbation de l'offre et de la demande. Le marché était perturbé. À un certain moment, la demande dépassait largement l'offre et les prix ont grimpé. Et c'est là où l'État il peut intervenir pour bien évidemment réguler, mettre des barrières douanières, stopper les exportations de certaines matières qui sont très demandées par les citoyennes et citoyens et par conséquent réaliser un certain équilibre en termes de marché. Parce que plus il y a l'équilibre entre l'offre et la demande, plus les prix stagnent. Et quand il y a des perturbations, c'est normal, les prix vont augmenter à la hausse. S'ajoute à cela le coût de transport aujourd'hui qui est très élevé. Des perturbations qui, rappelons-le, sont aujourd'hui globalisées. Monsieur Ouassrine, justement, que faire aujourd'hui pour ne pas subir, on va dire, ces chocs extérieurs liés à la crise énergétique ou au moins pour limiter les dégâts? À mon avis, pour faire le lien avec votre précédente question sur la partie inflation, moi je pense qu'il y a un constat malheureusement qui est assez choquant chez nous. C'est que un certain nombre de secteurs, on a essayé de réguler, on a essayé de mettre de l'ordre, mais on a échoué. On a échoué en tant que gouvernement, en tant que les partis qui sont censés réguler un certain nombre de marchés. C'est pour ça que j'ai insisté sur une volonté politique qui est là, qui est réelle, des dispositifs et des mécanismes qui sont mis en place, mais qui finalement n'aboutissent pas. Et on a des exemples éloquents pour ça, pour illustrer un échec total, à mon avis, sur ces démarches. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est le cas de la viande rouge. On se rappelle tous que la viande rouge a pris, sur les 3-4 dernières années, des prix qui passaient de 70 jusqu'à 120, 130 dirhams. Au départ, c'était histoire de la sécheresse. Le cheptel a baissé, la sécheresse 7 ans, etc. Un certain nombre d'histoires qui, a priori, rassemblaient, en fait, c'est une histoire qui a de l'air vrai. Donc, on a tous compris, oui, on a tous avalé effectivement ces histoires qui sont vraies d'ailleurs. En partie, elles sont vraies. Après, on a subventionné. Et puis nous, comme ça a été expliqué, quand il y a une subvention, derrière, on s'attendait à ce que les prix baissent. Et ce n'est pas le cas. Les prix ont augmenté. C'est ça tout le paradoxe. Vous voulez faire de l'ordre dans un secteur, vous voulez qu'il y ait des subventions pour cibler directement le consommateur, ça n'aboutit pas. Pendant 2 années, on a donné pour la viande rouge, notamment pour les bovins, mais également pour les moutons de sacrifice d'Aïd. Mais oui, le consommateur, et puis on a importé également plusieurs mécanismes. Et puis on s'est rendu compte que les 500 dirhams qui ont été donnés ont été empochés par les importateurs. Pire que ça, ils ont touché plus que 500 dirhams parce qu'en moyenne, d'après certains analystes, effectivement, ils ont touché 1000 jusqu'à 1500 dirhams par tête. Ils importaient d'Espagne pour 2000 dirhams, ils vendaient ça. Ce ne sont pas des déclarations officielles, en tout cas, pour le moment. Mais comment expliquez-vous qu'il était question d'instaurer une commission d'enquête parlementaire pour illustrer les taux, les aboutissements de la chose, et puis derrière, un silence radio? Pourquoi? Ça montre qu'il y a effectivement, peut-être, moi je ne sais rien, mais peut-être des choses qui n'est pas divulguées. Deuxième marché, c'est le marché de la volaille et puis des œufs. Également, on a tout le secteur a demandé, parce qu'il y a une hausse des intrants, notamment l'alimentation pour la volaille avicole. On nous a dit effectivement, parce que le gaz naturel a pris des sommets pendant la crise ukrainienne, et puis qu'il y a, comme le gaz naturel est un entrant pour la production, donc ça a pris des sommets, et puis derrière, depuis, ça n'a jamais baissé.
Les œufs aujourd'hui, qui étaient à moins d'un dirham, aujourd'hui, elles C'est ce sont qu'on disait tout à l'heure. un dirham Il y a 50. une inflation qui s'installe, mais une fois qu'elle est stabilisée, Le problème, les prix maintiennent leur... Voilà. Comment voulez-vous La hausse se maintient et les on autorités... se retrouve dans un... Et puis, toujours, nous revenons au Conseil de la concurrence qui a fait un rapport sur le secteur de la volaille et de la viande rouge. Et après, il y a un rapport qui sont faits et après. C'est qui doit prendre le relais après? Ce n'est pas le Conseil. C'est les ministères qui sont en charge de ça. C'est le gouvernement qui a une volonté politique. Parce qu'en fait, dans un État comme le nôtre, qui se respecte, qui a des institutions, il y a bien un gouvernement qui prend en charge la défense des citoyens. Et puis de la société également. Parce que c'est vrai, si on laisse le jeu libre aux acteurs économiques, ou du moins certains d'entre eux, avec une volonté excessive de s'enrichir, on va pas en finir. C'est les limites du libéralisme. Tout à fait. Donc il faut... Le libéralisme, il est bien en tant que théorie, oui, mais derrière, il faut mettre des garde-fous pour que ce libéralisme ne devienne pas, en fait, effectivement, un libéralisme qui est dévorateur de la société. Et à mon avis, c'est ça qui est important. Et le rôle du gouvernement, c'est ça. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on doit faire? À mon avis, il faut que, ou du moins, il faut vérifier par le gouvernement pour tous les ministères qui sont en charge des dossiers critiques qui sont impactés par cette hausse, qu'ils n'aient pas encore des comités de veille, etc., parce que là, c'est de l'histoire ancienne, des instruments concrets pour évaluer l'impact réel de cette hausse sur chacun des secteurs concernés. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a rien à voir avec ni l'énergie, etc., qui va profiter de l'occasion. Parce des hausses qui doivent être justifiées. On trouve aujourd'hui un super prétexte parce qu'il y a la guerre, etc. Pour protéger le consommateur. Tous les prétextes sont bons. Surtout cette période. Le détroit d'Ormuz, c'est un passe-partout. C'est un prétexte à passer partout, à justifier toutes les actions, etc. Donc malheureusement, il faut qu'il y ait des garde-fous, à mon avis, pour pouvoir vérifier justement on a beaucoup d'institutions qui peuvent faire ce travail. Et pour protéger les consommateurs. Tout à fait, Monsieur Madih, je vais vous donner le mot de la fin, justement, en parlant de consommateurs. Donc, juste pour revenir à Ghraoui, là, ce n'est pas un sentiment de la cherté de la vie, mais c'est effectivement les produits qui sont devenus chers. Et pour la viande, quand on a autorisé effectivement cette importation de viande, que ce soit de la viande congelée ou bien de la viande frigorifiée, elle est censée. Mais le problème, ce qui arrive maintenant, aussi la reproduction le problème qui est maintenant arrivé, c'est que les produits surgelés sont décongelés et vendus au prix d'un produit qui est frais et sans aucun contrôle. Et c'est ça le problème. Donc, effectivement, pour pouvoir protéger ce malheureux consommateur, il faudrait tout simplement mettre en place toutes les mesures qui sont dans les lois. La loi de la protection du consommateur, elle est là. Il y a des exigences, il y a des réglementations, il y a des infractions. Le contrôle n'y est pas. Quelles mesures d'urgence, justement? On est dans une situation d'urgence. Par quoi faut-il commencer, selon vous, aujourd'hui, pour protéger le consommateur? Dans le secteur du carburant, plus particulièrement, donc il faudrait que l'État, que le gouvernement prenne la décision de regarder et de revoir les taxes, de plafonner peut-être bien les marges bénéficiaires pour pouvoir soulager un peu le consommateur. Sur le plan de la consommation en général, je crois que le meilleur outil, c'est de mettre en place toute la réglementation et les mesures. Le contrôle, c'est un outil qui est efficace. Il faut sévir les professionnels qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas le droit. Si je peux, pour moi, 3 contrôles à mettre en place. Le contrôle d'approvisionnement à la source, le contrôle de la chaîne logistique pour contrôler les prix et aussi le contrôle sanitaire pour préserver la santé des citoyennes et des citoyens. Et pour les prix qui, quand ils ont augmenté, se stabilisent malgré l'équilibre l'équilibre de l'inflation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Revenir en arrière, je ne crois pas que c'est envisageable. Malgré la baisse ensuite des prix on vient de le dire tout à l'heure. Malgré l'inflation qui se stabilise, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Quand on a une inflation conjoncturelle, quand on a une inflation qui s'installe, on ne revient jamais en arrière. Parce que l'inflation, rapidement, la définition de l'inflation, c'est quoi? C'est que les prix atteignent un certain niveau
Si on va maintenir l'inflation à un certain niveau, les prix vont augmenter de 2 ou 3%. Mais les prix ne baissent jamais. Soit ils restent à un certain niveau, soit ils continuent à progresser. Malgré la stabilisation ou la baisse de l'inflation, Monsieur Ouassrine. On a encore 3 minutes qu'on va s'arracher à 3. On va répartir de manière égalitaire. Chacun, allez-y, Monsieur Madi. Je dirais juste le constat en 2022. Effectivement, il y a eu des augmentations. Le carburant, donc il y a eu une augmentation dans le transport dans plusieurs secteurs. Est-ce qu'on a constaté que depuis 2022, nous prenons rien que le prix des taxis, par exemple. Est-ce qu'on a constaté que les prix ont diminué? Non, bien pas sûr, diminué, évidemment, justement. Maintenant, on est revenu en arrière, on est revenu jusqu'à 10 dirhams le litre pour le gasoil. Les prix n'ont pas Absolument, justement. On vient d'augmenter les prix et on demande encore une augmentation parce que, bon, soi-disant que l'impact du carburant donc, est malheureusement un élément qui doit être très bien regardé au niveau des pouvoirs publics. Je dois laisser le dernier mot à M. Ouassrine. Oui, juste pour compléter, sur la dynamique des prix pour le consommateur, le plus difficile, c'est pour franchir un certain prix psychologique chez le consommateur. Sur un certain nombre de produits, ce psychologique qui t'atteint. Il est installé. Ça y est, donc, même pour les producteurs, pour les vendeurs, ils n'ont plus à faire un grand effort pour convaincre le client que les prix ont augmenté. Parce qu'il y a ce sentiment général que tout va augmenter, etc. C'est un peu c'est ce cercle vicieux. C'est ça qui est arrivé sur un certain nombre de secteurs, notamment ceux qu'on a cités, la viande, etc. Mais moi, je dirais, par rapport à votre question de tout à l'heure, une fois que le prix atteint un certain niveau, et même avec les subventions, ne baisse pas. Pire qu'encore. On a vu, par exemple, certains produits de consommation pour lesquels l'État a supprimé la TVA, notamment le beurre, notamment la conserve. Est-ce que les prix ont baissé? Non. Les producteurs ont encaissé en fait, ce qu'ils devaient répercuter en termes de baisse pour le consommateur suite à la suppression de TVA n'a pas été répercuté au consommateur, il a été gardé par les producteurs. Et c'est tout ça le prix, parce que, comme je viens d'expliquer, le consommateur est quelque part immunisé contre ces prix. Il a pris l'habitude, effectivement, que le prix d'un tel produit, il vaut tant. Donc on revient à ces garde-fous dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut mettre en place. Merci à vous, Monsieur Larbi Ouassrine. Je rappelle que vous êtes expert international en énergie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci également à vous, Monsieur Wadi Madi. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Merci d'avoir intervenu lors de cette émission. Et puis, Monsieur Yousef Garaoui Filali, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir été mes invités ce soir. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée.